Donc un grand merci de m'accueillir. Je vais essayer de vous faire passer un moment intéressant autour de ce sujet. Donc sur l'agriculture de conservation, il est effectivement question de sol. Vous allez comprendre pourquoi, j'espère. Et donc on va traverser ça depuis la situation de terrain vers tout ce que ça représente pour tout le monde et pour la société. Il y aura forcément des raccourcis. Ça ne tiendrait pas dans un format... Mais j'espère avoir à peu près choisi ce qu'il faut pour que vous me suiviez. Alors déjà, la cause des sols, c'est très récent. Quand on est professionnel, scientifique sur les sols, on a rangé son frein longtemps. Moi, je suis tout proche de la retraite. L'eau, l'air, oui, le sol. Donc aussi bien en termes d'appareils législatifs ou étatiques qu'en termes de spécialistes, qu'en termes de formation, qu'en termes d'appareils de recherche, c'est tout petit par rapport à l'air et l'eau. Toujours. Voilà. 2005, Millennium Assessment sur les Nations Unies qui disent « la planète n'est peut-être pas en si bon état, on va faire un petit peu le tour de l'état de la planète ». Et grosse surprise, le sol est revenu en pleine figure à peu près sur tous les sujets. Voilà. Donc ça a été un début de quelque chose, vous le verrez. Et puis en 2015, il y a eu l'année mondiale des sols et pas mal d'autres événements dont on parlera. Du côté des scientifiques, on a commencé à recevoir pas mal de coups de fil, de demandes d'informations, etc. Et puis après, pêle-mêle, parce que ça s'est accéléré, vous avez par exemple le rapport du GIEC, de l'IPCC, sur changement climatique et terre, qui a, alors, pour le coup, alors là, vraiment secoué le cocotier, en montrant les boucles de rétroaction qu'il y avait entre le sol et le climat. Ben, vous voyez, on parle de ces 20 dernières années au mieux. Voilà. Avant, silence radio. Les fonctions des sols, ben c'est pareil, quand je pose la question à quoi sert un sol, j'arrive à obtenir une ou deux réponses. La nourriture, en général, les gens y pensent. Est-ce que vous savez que 70% de nos antibiotiques viennent du sol, par exemple? Voilà, ça c'est une des fonctions. En fait, la production agricole, la production de biomasse, ou de fibres, etc., de bois, c'est une des toutes les fonctions. Ici, vous avez un aperçu, on en trouve beaucoup sur Internet maintenant, ces fonctions, et je ne vais pas les détailler, mais il y a des fonctions culturelles, il y a des fonctions sur le cycle de l'eau, etc. Il y en a toutes sortes. Et on est allé effectivement, pas les spécialistes des sols, mais je dirais l'ensemble des parties prenantes sont allées de surprise en surprise face à l'évaluation chiffrée en fait de ces fonctions. Alors ça a donné finalement un constat, c'est que le sol est la clé de voûte de ce qu'on appelle les services écosystémiques, c'est-à-dire les services que l'environnement donne aux hommes. Voilà. Alors, on le constate très facilement si vous faites une enquête sur Genève, là, au moment où on hésite à construire un quartier résidentiel sur des terres cultivées. Si on demande aux gens est-ce qu'il faut conserver les terres, vous avez un signal plat. Ce travail a été fait. Si vous demandez est-ce qu'il faut conserver les arbres, ah oui, mais sans terre, on n'a pas d'arbres. Eh bien, le lien n'est pas fait. Voilà. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui mérite à tirer sur le sable. Or, ben voilà, maintenant, là, je vous cite un autre rapport, c'est le panel international sur la biodiversité qui dit il y a aujourd'hui 3,2 milliards de personnes sur la Terre dont le bien-être est sérieusement menacé par la dégradation des sols. On ne va pas jouer à se faire peur, mais on va en parler un peu. Disons qu'en tout cas, on a besoin de sols en bonne santé. Allez, pour ce qui est de la santé des sols, les signaux d'alerte sont arrivés. On est toujours au XXIe siècle. Vous avez toutes sortes de rapports techniques, scientifiques, à l'échelle européenne, à l'échelle mondiale. J'avais cité déjà le Climate Change and Land du GIEC. Un des premiers signaux forts, c'était 2004. C'était la revue Science, qui est une revue généraliste, et qui avait commencé à faire le tour de la question, liée justement au Millennium Assessment, et qui disait par exemple, l'érosion, c'est un problème aussi grave que le changement climatique. Alors, en 2008, il y a eu le film d'Al Gore, si je ne me trompe pas. On a commencé à avoir un public qui voyait ce que c'était que le changement climatique. En 2004, aussi bien mes élèves que beaucoup d'autres cercles, quand on parlait de ça, on me disait « ouais, enfin, c'est sérieux ». Voilà. Aujourd'hui, c'est un retour qu'on n'a pas. L'érosion, si on fait un micro-trottoir sur l'érosion, dans une métropole, on risque d'être un peu déçu de ce que le public en sait. Voilà, ça reste. Mais vous voyez, dès 2004, on disait ouais, c'est un peu aussi grave que le changement climatique. Alors pourquoi? On pourra toujours se poser la question tout à l'heure. Mais c'est un des processus de dégradation des sols. Voilà. On a bientôt fini de jouer à se faire peur. Disons qu'aujourd'hui, on en est à un point de connaissance de ce point de vue-là qui est suffisamment remonté pour que, par exemple, dans le Green Deal européen, même s'il est en train de se faire saper aujourd'hui à la veille d'élections,
il y a énormément de mesures qui sont prévues. Voilà, 60 à 70% des sols sont en mauvaise santé, un certain nombre de processus de dégradation sont identifiés, ont été quantifiés pour l'Europe à partir de 2006. La Suisse est en avance sur pas mal de sujets. Et le paquet de lois européen est rédigé pour aller plus loin maintenant sur assurer des sols en bonne santé avec les échéances qu'on connaît pour pas mal d'autres raisons, 2030, 2050, etc. Donc ça bouge. Et parmi ça, il y a une question de dégradation des sols agricoles, dont vous avez peut-être entendu parler. Alors pourquoi on y passera rapidement, mais vous avez d'abord un contexte qui est celui de l'intensification agricole, donc l'agriculture intensive. Vous avez des phénomènes comme la compaction, vous avez des phénomènes comme l'érosion, et puis vous avez derrière ça un phénomène de fond qui est la perte d'humus ou matière organique qui va sous-tendre beaucoup de vulnérabilité des sols, je vous en parlerai un petit peu. Alors, il est bien que je fasse comme ça, voilà. Alors, l'agriculture intensive, puisqu'on part de là, c'est une priorité du plan Marshall. Donc, reconstruire l'Europe, etc. Et là, il y a eu des prêts faits, et beaucoup de prêts étaient conditionnés à l'achat de matériel agricole, etc. Avec des objectifs, c'est de libérer de la main-d'œuvre pour la production secondaire et tertiaire, surtout tertiaire. Et puis, il fallait aussi libérer des revenus, donc baisser les coûts de l'alimentation. Voilà. Donc les recettes ont été mises en place, il fallait qu'il y ait des gens qui puissent produire et acheter des produits de transformation. Le poids de l'alimentation dans un revenu de ménage au sortir de la guerre de 40 était d'environ 75% du revenu. L'objectif fixé par le plan Marshall, c'était de tomber à 25%. Aujourd'hui, on est à 10-12%. On a fait beaucoup plus loin, voire 7-8%. Donc on est tombé beaucoup plus bas encore. C'est-à-dire que l'achat de l'alimentation, du bol et du panier de la ménagère, on dit parfois, est devenu quelque chose, un frais mineur dans la vie d'une famille. Voilà. C'est passé par l'introduction de tous les moyens d'industrialiser, c'est-à-dire de passer à grande échelle avec peu de main-d'œuvre, donc le machinisme, l'extension de la surface des fermes, moins de gens pour faire plus de production, spécialisation des fermes, on sépare l'élevage, les grandes cultures, etc., chacun son métier. Et puis derrière, le recours aux intrants industriels. Donc là, vous avez évidemment la fertilisation, mais aussi l'agrochimie. Et puis la sélection variétale qui a conduit à énormément réduire la diversité spécifique et à réduire, bon, puisqu'on spécialise aussi ce qu'on appelle les rotations, c'est-à-dire on est allé jusqu'à la monoculture. Une ferme faisait que du maïs ou que du blé, etc. Voilà. Une recette qui a très bien fonctionné pendant un moment. Et c'est une illustration de plus, peut-être de l'opposition entre le court terme et le long terme. Alors on va remonter dans le temps, du coup, et on va voir que dans tout ce qui s'est passé là, il y a des racines spirituelles, il y a des racines idéologiques, etc. Et à mon avis, il ne faut pas les négliger. Alors l'humus, chez nos latins, ça veut dire le sol. Voilà. Et puis, dans la Bible, on a Adam, qui est réputé être né du sol. Et puis Ève, ben vous savez tous que par miracle, on a extrait une côte d'Adam et ça a donné Ève. Voilà. Si vous prenez en hébreu, Adam en fait veut dire sol et Ève veut dire la vie. Donc si Ève est née d'Adam, c'est la vie vient du sol. Voilà. Un peu plus facile finalement peut-être à intégrer que l'histoire de la côte. Et donc l'humus, ben, c'est Adam et Ève, c'est le sol et la vie. Et on va beaucoup parler d'humus. On avance un peu, on est au tout début du 19e siècle, et à l'époque, on ne sait pas faire grand-chose d'autre que de gérer la fertilité par le retour de matière organique, ce qu'on appelle le bilan humique. On produit, on exporte des choses, et puis il faut remettre de l'humus dans les sols, et c'est le seul outil. Mais il y a des gens qui ont fait les travaux, alors principalement Albrecht Taher, dont vous trouvez facilement les livres, traduits dans toutes les langues européennes, et qui a fait un travail magistral sur comment on gère durablement, en introduisant les concepts de durabilité, etc., comment on gère une fertilité à long terme, dans les options à court terme. Est-ce qu'on peut à un moment donné tirer un peu sur la ressource en sol, puis ensuite remettre, etc. Tous les concepts sont là, basés sur une science totalement lacunaire, mais en termes de raisonnement, c'est introduit. Et ça, c'était la star, 1812, 1810, ces ouvrages, Principes raisonnés d'agriculture, c'était la base, toutes les bibliothèques, on en a lu en langue allemande, partout. Simplement, milieu du 19e siècle, alors on dit souvent Liebig, qui était celui qui a le mieux popularisé, nutrition minérale des plantes,
on était encore en train de découvrir comment fonctionnait un végétal et comment il grandissait, mais là, il a clairement montré que azote, phosphore, potassium, la nutrition minérale, et les plantes poussaient avec de l'eau et avec ça. Et on a commencé à développer la possibilité de les produire. C'est venu différemment dans le temps selon les produits, hein. Mais enfin, en gros, on est rentré dans l'ère, ce qu'on appelait l'ère NPK, azote, phosphore, potassium. Vous voyez ici une pub pour les potasses d'Alsace, les grosses légumes, nourris à la potasse d'Alsace, voilà, etc. Ça, c'est pas très loin de chez nous. Et donc, on est rentré dans cette ère NPK. Autrement dit, ça a été relégué dans l'armoire des vieilleries. Et ça a donc été un des ingrédients de l'évolution vers une agriculture intensive dans laquelle la nutrition de la plante est assurée non pas par le sol, mais par les produits qu'on va y apporter. Alors ça ne s'est évidemment pas arrêté là, mais ce qui est intéressant, c'est de remonter dans le temps justement à l'origine de certaines choses. On va parler du labour, et des labours profonds. Quand on cherche pourquoi, au tournant du XXe siècle, il y a eu des labours profonds, personnellement et avec tous mes collègues scientifiques mondiaux à qui j'ai posé la question, on était bien en peine de trouver des arguments scientifiques sur le fait qu'il faut labourer profondément. Donc il faut rembobiner, et quand on rembobine, on tombe sur des choses comme ça. Là, c'est 1875, une conférence scientifique d'un certain monsieur Vaillant, des labours profonds, de leur utilité, et des instruments propres à les exécuter. Ah tiens, enfin quelqu'un qui en parle, et qu'est-ce qu'il dit? Et là, je trouve très important de réaliser certaines choses. Vous voyez les concepts, le sol actif, c'est la couche superficielle cultivée par les instruments agricoles. Et son épaisseur dépend des labours. Autrement dit, le reste, ça ne vaut rien. Si l'homme y a touché, c'est bon. Si on ne l'a pas fait, c'est pas bon. Et il insiste, le sol vierge vient en dessous. Alors, ce sont les extraits, il y a nombreuses pages à cette conférence. Il peut jusqu'à un certain point passer lui-même à l'état de sol actif quand les puissants instruments dont dispose aujourd'hui la machinerie agricole, c'est-à-dire, je trouve qu'on n'est pas loin du délire érotique, enfin voilà, l'améliore avantageusement, et les cultivateurs qui ne labourent que superficiellement de tels terrains comprennent mal leur intérêt. On est en 1875. Il n'y a aucune démonstration expérimentale, il n'y a pas de tracteur. Comment on fait? Le monsieur est cohérent, il vous donne l'adresse des fabricants pour des charrues qui vont à 68 cm, et il dit, bah, c'est pas compliqué, vous mettez 16 bœufs en ligne, et on y arrive. Vous voyez? Alors, qu'est-ce que je retiens de ça? Moi, c'est qu'on est en plein positivisme. Premièrement, la nature a été confiée à l'homme, mais même mieux que ça, c'est l'homme qui fait la valeur de la nature, et c'est ça la base idéologique, et puis peu importe qu'on l'ait démontré ou pas, c'est là-dessus qu'on va développer les choses. Et donc, si l'homme n'a pas touché l'environnement, il ne vaut rien. Voilà. Vous voyez le chemin, quand même, parcouru depuis un siècle et demi. Heureusement, on a parcouru. Mais enfin, ce sont ces rails-là qui ont été pris. Et si j'insiste, c'est parce que ce n'est pas seulement sur cet exemple-là. Si vous commencez à gratter sur le paquet de préceptes et de savoirs sur lesquels on s'appuie, vous allez très souvent retomber finalement sur des idéologies de type positivisme enflammé. Voilà. Alors, ok, ça c'était pour le labour, mais au fait, à quoi sert le labour? Quand je pose la question, y compris à mes étudiants en agronomie, j'ai souvent un florilège de réponses. Je ne sais pas s'il y en a qui veulent s'y risquer. Alors, vous connaissez tous toutes sortes de dictons, j'en ai remis un peu, mais il y en a un livre comme ça, pour les dictons planétaires sur l'intérêt du labour. Mais est-ce que vous savez à quoi sert le labour? Parce que pâturage et labourage sont les deux mamelles de la France, c'est l'intendant de Sully au temps d'Henri IV, etc. C'est pas nouveau, hein. On a déifié le labour. Peut-être des raisons. Ça, c'est un extrait d'un tableau, La chute d'Icare, par Peter Bruegel l'Ancien. Et ce n'est pas un tableau qui est au hasard. Alors, on peut compléter un peu, hein. Il y a un autre bateau ici, et puis il y a Icare en train de tomber là-bas. Mais ce n'est pas un tableau qui est fait au hasard. Au premier plan, vous avez du labour, puis là, vous avez des bateaux. Je ne sais pas si vous dites quelque chose, ces bateaux. Ce sont les caravelles qui vont aux Amériques. Et donc, le propos du peintre, qui est ironique, c'est de dire, amusez-vous, mais enfin, ce qui est sérieux, c'est ça. Voilà. Donc, c'est dans la même veine. Le labour, c'est hyper important. Le labour a sauvé l'humanité pendant très longtemps parce que c'est un moyen de lutter contre les mauvaises herbes. Et si on ne lutte pas contre les mauvaises herbes, c'est le facteur numéro 1 de perte de rendement et de récolte. Donc, l'existence du labour, c'est ça. Très souvent, on me répond, ah oui, c'est pour améliorer la structure du sol, pour l'aérer, etc. Bon, ça n'a jamais été fait pour ça. Ça a été vendu pour ça lorsqu'on est passé au labour industrialisé, mais ça n'a jamais eu cet effet. Vous verrez même que c'est un effet inverse.
Voilà. Donc on est parti de là, et le labour, oui, pour la survie de l'humanité, son développement entre le début du deuxième millénaire et maintenant, ça a été quelque chose d'absolument essentiel. Notez tout de même qu'on n'est pas en train de labourer à 80 cm, comme nous le demande M. Vaillant, que le soc ici de la charrue est en bois. Voilà. Avec succès quand même. Alors là, ici, je parle du labour, je passe du labour à NPK, azote, phosphore, potassium. Voilà les consommations en France, NPK. On retrouve évidemment, hop, pardon, alors les chiffres ont été tronqués, mais enfin, guerre de 14, guerre de 40, puis après schlock, et les rendements multipliés par 10. Pas seulement grâce à ça, grâce à un ensemble de paquets. Donc, cette industrialisation, cette intensification de l'agriculture, pendant longtemps, on pouvait se dire, on a eu bien raison. Voilà. C'est toujours plus facile après coup de dire, oh, bah oui, mais il y a peut-être eu un problème. Mais dans l'élan, je dirais qu'il y avait un mouvement quand même massif pour se réjouir des résultats. Le machinisme, lui, c'est après la Seconde Guerre mondiale, et on passe à du labour profond. Là, on est, je crois, à 1,60 m. C'est pas l'Union soviétique, c'est chez nous en Suisse, ça. Il y a quand même 4 chenilles en ligne pour tirer le soc à 1,60 m. Vous voyez, on a même fait des choses comme ça. Si on va voir le sol, là, aujourd'hui, on voit encore bien le passage. Voilà. Mais enfin, plus globalement, les machines sont plus puissantes, avec un grand nombre de socs de charrue, une grande vitesse. Pourquoi? Parce qu'on a augmenté la taille des exploitations. Et donc, l'exploitant doit pouvoir travailler ses terres dans un temps plus court, parce que la météo, elle ne lui laisse pas plus de temps qu'avant. Alors en plus, s'il fragilise ses terres, la météo lui laisse moins de temps qu'avant, parce que les sols ne sont pas capables de porter son engin. Or, son engin est plus lourd. Vous voyez, vous mettez cette machine en route en 1960, 62 pour le plan Pisani en France, la Suisse a suivi à peu près au même rythme. Et bien, au fur et à mesure, il faut aller plus vite, il faut aller plus vite, il faut aller plus lourd. Pour aller plus vite, il faut plus puissant, il faut aller plus lourd. Et on a fait ça. Et au fur et à mesure, il y a eu des problèmes avec les sols, notamment parce que on a perdu le carbone organique, c'est-à-dire l'humus, la matière organique. Quand on aère de cette façon la matière organique des sols, eh ben, les micro-organismes se régalent, alors qu'au départ, elle est protégée dans le sol. Donc si vous avez spécialisé l'agriculture, vous ne ramenez pas de matière organique, ce qui est très bien, puisqu'on a une PK. Pourquoi on en ramènerait? Ce n'est pas une question. Mais en plus, vous la dégradez. Et quand vous la dégradez, ça fournit des nutriments aux cultures, donc vous êtes le roi du pétrole, puisque vos rendements augmentent. Donc vous avez eu raison. Mais petit à petit, vous perdez la matière organique, et vous allez voir qu'à un moment donné, ça ne joue plus. Alors ces matières organiques, dans les sols, leur âge moyen, ça peut atteindre les 2-3 000 ans. Donc c'est une ressource fossile. On le réalimente chaque année, mais les matières organiques se stabilisent et deviennent assez anciennes, les humus. Donc quand on consomme une grande partie de ce stock, bah forcément, on consomme quelque chose qui est le résultat de centaines d'années de gestion. Avec aussi un stress physique, il ne faut pas oublier, des cisaillements, des tassements, donc l'impact mécanique sur les sols, auquel les braves n'étaient pas habitués. Alors, au total, on arrive effectivement à une période maintenant qui est très difficile pour l'agriculture. Bien évidemment, il y a les questions d'émissions de gaz à effet de serre, mais ce qu'il faut savoir, ça c'est des chiffres français, mais en Suisse ou dans le monde, ben, c'est pareil, hein, ça c'est une publication de Nature. Eh ben, les rendements depuis 1995, ils arrêtent de grimper, on ne sait pas pourquoi, on n'arrive plus à les maintenir. Bon, je vous ai déjà signalé les soucis soulevés par Science, etc. Ben, les agriculteurs, ben, on le sait, c'est une profession qui subit une grande pression, une pression de quantité de travail bien sûr, mais aussi psychologique, de revenus, etc. Ce n'est pas une situation enviable. Voilà. En résumé, ben, on est parti sur une option où la fertilité, la fertilité physique est gérée contre le sol, c'est la machine qui va essayer d'imposer une aération, un système temporal dont la vie du sol a besoin pour se nourrir en eau et être en milieu aéré. Et puis la fertilité chimique est gérée hors sol, on importe, tout ça c'est minier, on apporte des produits. Voilà. Donc, mon propos, c'était de vous dire qu'il y a une idéologie qui remonte au XIXe siècle, il y a un modèle économique, et puis il y a les opportunités technologiques. Et là, clairement, au sortir de la Deuxième Guerre mondiale, on avait tout ce qu'il faut. On avait l'agrochimie, on avait les machines, on avait, etc., tous les moyens de le faire. La matière organique, totalement passée sous les radars, la matière organique du sol, à partir du milieu du XIXe, c'est plus une question. Donc quand vous voulez aller vous documenter, lire quelque chose là-dessus, combien il en faut, c'est quoi les formes de matière organique, à quel âge elle a, etc., vous ne trouverez rien. Ce n'est pas un sujet. Et puis, on s'est aperçu qu'on avait appauvri les sols
On estime mondialement que sous agriculture intensive, on a perdu 50 à 70% du stock de matière organique. L'agriculture, on peut la qualifier, je ne suis pas le seul à faire, de minière, dans le sens où on va utiliser des ressources non renouvelables à tout point de vue, y compris le sol. Et puis, stratégie en fin de course, oui, parce que maintenant, on a vu qu'il y a des problèmes de rendement ou autres, il y en a plein d'autres. Les services rendus par les sols couvrent une immense gamme, y compris la gestion de l'eau, par exemple, l'érosion, la gestion du risque hydrologique, l'épuration des nappes, etc. Mais quand des sols sont exsangues, ces fonctions ne sont plus là. On va voir ça d'un peu plus près. Simplement, avant, je voulais juste rappeler une chose qui peut être utile pour certains. C'est cette relation entre l'humus, la plante, le sol et le cycle du carbone. Et à la base, il y a la photosynthèse. Les découvreurs de ces processus sont genevois. Le CO2 atmosphérique, qui est capté par les plantes, transformé en sucre, en tissu de plantes. Tout ça, ensuite, ces tissus meurent, laissent des résidus, mais aussi plein d'exudats racinaires, toute une biologie extrêmement impressionnante qui prolifère dessus. Et puis, quand tout ça se dégrade, eh bien, on a formation d'humus, c'est-à-dire d'un produit de dégradation qui est relativement stable, notamment parce qu'il est lié aux argiles des sols, et qui, lui, va nous faire un certain nombre de services. Et c'est là qu'on va retrouver effectivement du carbone organique, de la matière organique, provenant du CO2 atmosphérique, et qui est là pour un certain temps. Alors, humus et carbone organique, en gros, dans l'humus du sol, vous avez à peu près 60% de carbone organique, et puis le petit dernier dans l'histoire, c'est 1 tonne de carbone organique, c'est 66 tonnes de CO2. On va voir que ça, c'est devenu un produit d'appel. Alors, ce qu'il faut encore savoir, et ce sera mon dernier point général, c'est que la matière organique, c'est le premier facteur de qualité des sols pour la surface. C'est-à-dire pourquoi? Parce que, en gros, vous avez une relation de proportionnalité entre la teneur en matière organique et toutes les fonctions propriétés des sols. Toutes celles qu'on connaît, là, il y a une liste qui est non close, propriétés physiques, soutien de la biodiversité, etc., fourniture de nutriments, épuration des eaux. À chaque fois qu'on s'intéresse à ces fonctions, on s'aperçoit que lorsqu'on a gagné en matière organique, proportionnellement, on a gagné dans la fonction, et vice-versa, lorsqu'on perd, on perd. Souvenons-nous, on en a perdu 50 à 70%. Donc on a perdu 50 à 70% de ces fonctions, et on commence à avoir toute une série de problèmes. Je ne vais pas détailler, ils sont un petit peu évoqués avant, et puis on les verra en fait ressurgir à travers l'évolution de mon discours. Et je vous disais, là, au moment où on en est à ce constat, on est aussi incapable de dire combien il faut de matière organique dans les sols pour que ça se passe bien. Et quand vous ouvrez, il y a 10 ans, les livres d'agronomie, etc., doigt mouillé, ouais, il faut 2%. Oh, il faut 3%. Voilà, c'est encore un peu le cas, mais ce n'est pas documenté, on ne sait pas. On ne sait pas. Alors ça a été un des premiers sujets sur lequel on a travaillé, ici mon équipe à Genève, qui a été repris ensuite pour des raisons qu'on commence à deviner très largement. Quelle est la vulnérabilité du sol? C'est-à-dire, quand un sol est résistant et résilient, il est peu vulnérable, et vice-versa. Quelle est la vulnérabilité du sol? Et on a pu montrer que ça dépendait du rapport entre la teneur en matière organique et l'argile. Quand vous avez beaucoup d'argile, il faut plus de matière organique, etc. Et puis ça donne quoi? Les études sur le terrain, c'est que il faut avoir 24% de matière organique par rapport à l'argile pour avoir la meilleure vulnérabilité, très faible, très bonne résilience, très bonne résistance, c'est-à-dire résistance aux impacts, résilience, il se refait après un impact, il faut être à 24%. Et puis, quand on est à la limite, entre purgatoire et enfer, on est quelque part à vers 17% de rapport entre matière organique et argile. Donc si vous avez 60% d'argile dans votre champ, ce n'est pas la même chose que vous en avez 10. Il va falloir beaucoup plus de matière organique pour arriver à un état de vulnérabilité acceptable. Puis l'enfer, ce serait à partir de 12%. C'est-à-dire que là, pratiquement, en moyenne, lorsque vous avez 12% de rapport matière organique argile ou moins, en moyenne, au cours des rotations, etc., le sol, il va en gros présenter une condition physique très insuffisante qu'on devine entre le couscous qu'on peut avoir là et puis le gros bloc qu'on peut avoir là. On peut penser comme espace pour les racines, pour l'eau, pour l'air, pour la biologie. Il vaut peut-être mieux se trouver ici. Oui? Oh, pardon, je suis dans le mauvais sens là. Je rembobine un petit peu pour vous remontrer quelque chose là. Voilà. C'est la dégradation de tous les produits, résidus végétaux et animaux, qui va vous donner cet humus. Mais cet humus, c'est une... Alors, il n'y en a plus.
Non, non. Les résidus frais ne font pas partie de l'humus. Si j'enterre une botte de paille, ce n'est pas de l'humus. Si j'enterre des kilos de lombric, non, d'ailleurs, il s'enterre tout seul, pas besoin de le faire, ce n'est pas de l'humus. Par contre, la décomposition de ces produits va se stabiliser sous forme brun foncé, qu'on connaît tous, hein, quand on a donné un coup de bêche dans un jardin, une terre bien grasse. Cette couleur brun foncé, c'est celle des matières organiques, de tous les résidus frais qui, en se décomposant, aboutissent à des molécules organiques très stables, très solides et très liées aux argiles. Non, le compost n'est pas lié aux argiles, il n'est pas dans le sol, c'est vous qui l'apportez. Mais le processus de compostage, c'est une préstabilisation. C'est-à-dire que vous avez des matières organiques fraîches qui sont très biodisponibles, qui vont être très vite consommées. Quand vous faites le compostage, celles-là sont déjà consommées par des bactéries. Et vous produisez quelque chose qui est plus stable. Alors, on pourra revenir sur le compost plus tard en termes de fertilité, parce que c'est à double tranchant. Mais enfin, c'est un moyen, effectivement, d'apporter des produits organiques semi-stabilisés au sol et que vous utilisez certainement dans vos jardins. À juste titre. Voilà. Je reviens donc à ça. Et n'hésitez pas, hein, merci d'avoir posé la question, n'hésitez pas, je ne veux pas vous laisser sur le chemin avec des choses qui ne sont pas claires. Voilà. Alors, comment sont les sols mondiaux? Là, je montre Genève, mais j'aurais pu vous montrer la France, Vaud, Jura, enfin un peu partout, l'Allemagne. Si vous regardez la teneur en argile des sols de Genève, et puis ici, cultivés, ici. La teneur en matière organique, et puis voilà ici 2700 analyses de parcelles agricoles en grande culture, donc, avec une certaine teneur en argile, une certaine teneur en matière organique. On vient de dire qu'il ne fallait surtout pas être en dessous du rapport de 12%. Ça, c'est la droite, 12% de matière organique par rapport à l'argile. Il ne faut pas être là. Voilà. Il faudrait même être au-dessus de 17% au minimum. Et on est là. Voilà. On est là, on a dit, on a perdu 50 à 70% de la matière organique des sols partout. Hein. Si vous allez dans certaines régions de France ou d'Allemagne, on n'est pas là, on est à 6-8%. Voilà. Au total, la moyenne pour Genève, c'est 10%. On est à peu près par là dans la moyenne. Parce que là, il y a un paquet de mesures. Ce qui veut dire qu'on devrait être à 17, on est à 10, il en manque 70%. C'est QFD. Il en manque 70%, non pas pour avoir des sols en bonne santé, mais pour avoir des sols qui sortent la tête de l'eau. Ça, c'est l'état de nos sols aujourd'hui. Alors, c'est un travail qu'on avait fait pour fixer ces seuils, qu'on avait fait sur Genève, sur Vaud, sur le plateau suisse. Hein, c'est des données toutes suisses. Ça a été repris par les Anglais sur leur territoire, qu'on dit ah, on trouve la même chose que les Suisses, etc. Alors, ils avaient même fait 5500 profils de sol. Et puis, oui, c'est pareil. Ça a été repris 2 ou 3 fois. Ce qui fait que ça a tout de suite eu beaucoup de succès pour différentes raisons et que ce seuil-là, il est actuellement présent dans le paquet de lois européen, du coup. Qu'est-ce que c'est qu'un sol en bonne santé? Il faut en tout cas qu'il y ait plus que ça. Je peux vous dire que ça déclenche un joli vent de panique, notamment chez nos amis allemands et autrichiens qui ont beaucoup de sols qui sont nettement en dessous. Voilà. Alors, ensuite, après avoir introduit un peu tout ce paysage-là, on a notre produit d'appel, et c'est la question climatique. Alors là, ça arrive en force, et c'est d'ailleurs ce qu'a réveillé la question de la matière organique des sols, vous allez voir pourquoi. Et donc, à partir des années 80, on a commencé à entendre ça comme spécialiste des sols, en se disant, comment, quoi, oui, mais voilà, matière organique, à cause du climat. Voilà. Alors, ça commence avec un chiffre pour rêver, c'est un chiffre qui a été introduit à la COP21. Donc la COP21, c'est Paris 2015, et puis on est à la recherche de comment on va faire pour réduire les émissions. On ne l'a toujours pas fait, on les augmente plus vite que prévu. Donc, politiquement, c'est un petit peu angoissant. Et puis, le pendant, c'était comment on peut faire pour séquestrer du carbone organique pour l'enlever de l'atmosphère. Donc CO2, qu'est-ce qu'on peut faire? Vous en entendez souvent parler certainement, on va mettre ça dans les océans, on va mettre ça dans la géologie, on va mettre ça dans les bouteilles de coca, enfin, il y a toutes sortes de choses. Voilà. Et à l'époque, ça a été introduit par le gouvernement français. Ils ont dit, mais écoutez, on émet 9 gigatonnes de CO2 à partir des sources fossiles par an. Et dans les sols, c'est la deuxième stock de carbone de la planète après les océans, on a 2400 gigatonnes. 9, 2400. Sous forme d'humus. Or, on en manque. Le rapport entre les deux, c'est 4000. Enfin, 0,004. Un 4 millième. Donc, si on voulait bien augmenter d'un 4 millième chaque année le stock qui est là, un 4 millième, fois 1,004, on pourrait continuer à aller en week-end à Ibiza pour danser avec EasyJet, puisque finalement, on aurait tout à fait résolu le problème.
Alors ça a évidemment un peu frappé les esprits, c'est un chiffre de climatologue, évidemment qui est revenu très fort vers les agronomes et les spécialistes des sols en disant, vous faites, seriez assez gentil pour nous le faire. Est-ce qu'on peut, est-ce qu'on ne peut pas? Alors, ce d'autant plus que, voilà, ça c'est le constat qui a été fait par la COP21, donc c'est en année 2, il faudrait prendre le teneur en année 1 de la matière organique et faire fois 1,004, c'est quand même pas bien méchant, hein, est-ce qu'on peut? Ça nous sauverait, et puis derrière, il y a eu, alors ça c'est 2018, le Conseil scientifique des académies des sciences européennes a été mandaté, notamment par Jean-Claude Juncker, qui était à l'époque le président de la Commission, en disant, mais au fait, on a cité 7 technologies de séquestration du carbone dans la COP21, est-ce que vous pouvez nous les évaluer? Alors, Conseil scientifique des académies des sciences européennes, ce n'est pas un lobby d'exciter des sols ou quoi, c'est les académies des sciences européennes dans tous les domaines. Et quand vous lisez ce rapport, 2018, il y a une ressucée, enfin des compléments en 2019, il n'est pas très rassurant parce que dès le résumé, vous voyez que les technologies de séquestration sont gentiment mises toutes au panier, en parfaite contradiction avec ce que très souvent nos médias peuvent nous dire, c'est non, écoutez, c'est pas déployable, ou c'est techniquement pas mûr, ou il y a des gros risques, et c'est souvent et d'ailleurs. Sauf stocker de la matière organique dans les sols, qui paraît n'avoir pas d'effet adverse, bien au contraire, être faisable, être immédiatement déployable, sans coût associé, etc. Voilà. J'étais relecteur de ce rapport pour les ASAC en 2017. Je peux vous dire que j'ai foncé voir les syndicats agricoles, en Suisse comme ailleurs, en leur disant, il y a un train de marchandises qui va vous passer sur le ventre, prenez vite les commandes de la loco. Parce que ça, le temps que ça fasse son chemin dans les têtes, c'est en 2029 qu'on va vous dire, au fait, on avait des engagements en 2030, qu'est-ce qu'on fait? Et là, on va faire des grosses bêtises. Alors qu'on peut effectivement prendre les commandes, c'est un petit peu la suite de mon exposé. Voilà, et ça a donné donc l'initiative 4 pour 1000, avec énormément de pays qui ont signé, etc., qui reste une mesure phare au niveau des COP, etc., et c'est la France qui l'a promu, mais enfin c'est devenu un truc international, notamment en disant, mais comment on peut faire pour mettre plus de carbone? Est-ce qu'on peut? Oui, non. Voilà. Alors c'est intéressant, mais attention, c'est qu'une petite bout de la lorgnette. Et vous connaissez le proverbe, quand le sage montre la lune, l'idiot regarde le doigt. Si vous regardez que le carbone, on est parti pour la foire au bêtises. Et on en parlera un petit peu. Parce que de toute façon, l'adaptement au changement climatique, c'est pas seulement stocker du carbone de l'atmosphère, c'est aussi, et là maintenant vous le voyez depuis votre balcon, la sécheresse, ou les pluies extrêmes, donc avec les inondations, etc., mais aussi, et ça peut-être vous l'avez moins vu, d'autres... Allez, il ne veut plus, et comme ça. Température extrême, bien sûr, des nouveaux ravageurs. Donc l'agriculture fait face à beaucoup de nouveaux des attaques, que ce soit des virus, des insectes, etc. Et si on veut préparer des sols résistants et résilients, on l'a vu tout à l'heure, il faut moins de vulnérabilité, il faut mettre de la matière organique. Voilà. Bon, donc le thème est là. Je vais poser ça. Et du coup, on a vu fleurir les initiatives publiques et privées. J'avais cité le 4 pour 1000, puis ils disent un petit peu comment il faut faire. C'est assez piquant parce que on plaide au niveau gouvernemental et intergouvernemental le contraire de nos politiques agricoles. Entre parenthèses, il faut remettre du bocage, il faut associer élevage et grande culture, il faut, etc. Mais enfin, les conseils de base sont ceux de ce qu'on appelle l'agriculture de conservation. Ne plus toucher mécaniquement au sol, avoir toujours un sol couvert par des plantes vivantes et une diversité. Voilà. Ça, ce sont les principes de base. Et pour trouver des rebonds sous le terme agriculture régénérative, je préciserai un petit peu après, la FAO y est, la Commission européenne bien sûr, puis des rapports, des études, les ASAC de nouveau, là c'est 2023, on a sorti ce rapport l'an dernier, moi je représentais la Suisse, mais voilà, sur les académies des sciences européennes, qu'est-ce que c'est que l'agriculture régénérative? Je vous recommande un très très bon rapport de Boston Consulting Group, pas un lobby des colos enragés, hein, Boston Consulting Group, un excellent rapport sur l'agriculture régénérative, très bien vu. Et puis derrière, Soundbrae, vous avez le Sustainable Agriculture Initiative, qui est une plateforme de multi-entreprises internationales qui dit on va faire du régénératif, et même les Suisses de Nestlé, mais à l'échelle mondiale, qui ont pris des engagements d'acheter leurs produits en agriculture régénérative, de développer l'agriculture régénérative. Voilà. Donc on a un levier qui est engagé, mais on va peut-être faire un peu de vocabulaire d'abord. Il y a derrière des gros mots, l'agroécologie, et là, il faut retenir deux, trois choses. Alors, approche holistique, ça veut dire, un joli mot, ça veut dire qu'il faut regarder l'ensemble du système. On ne vient pas avec une poudre de perlimpinpin ou un truc, on dit tiens, je change ça et je retourne, je peux oublier le problème. Non, c'est le système qu'il faut approcher avec des principes, alors en agroécologie, des principes
environnementaux, écologiques et sociaux. Les deux sont associés. Bon, définition de la FAO, hein, pardon, donc je me réfère toujours à des choses qui sont un petit peu consolidées comme ça. Et puis, là, c'est très important, repose sur des processus ascendants et territoriaux. Ce n'est pas de la prescription standard que vous parachutez depuis Bruxelles ou je ne sais où, c'est ascendant, il faut partir du terrain et territorialement décider, avec des solutions contextualisées. Il n'y a pas de méthode unique, mais il y a des principes communs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous n'êtes pas sur de la prescription standard, prenez ça mon bon et ça ne vous grattera plus, vous êtes sur un concept de boîte à outils. Donc c'est un changement de culture complet, y compris pour les agriculteurs qui ont été formés à appliquer des recettes toutes faites, et qui sont encore poussés à ça par leurs fournisseurs. Là, vous faites du diagnostic et vous ouvrez la boîte et vous dites, vu mon diagnostic, ce sont ça mes outils. C'est parfaitement mûr, on sait, on connaît les outils, et la démarche est différente. On va le revoir. L'agriculture régénérative, avec les efforts qui ont été faits, par exemple, par les ASAC, décrit des systèmes agricoles holistiques. On n'est pas loin de la définition de l'agroécologie. Voilà. Alors, renforce la biodiversité, produit des aliments riches, voilà, atténue les effets du changement climatique, conçu pour fonctionner en harmonie avec la nature, tout en maintenant, en améliorant la vitalité économique. Moi, comme ingénieur, je trouve ça un peu vague, et louable, mais un peu vague. Et puis, l'agriculture de conservation, on revient à la FAO. Alors là, par contre, les boulons sont serrés. C'est un système agricole avec des piliers, perturbation minimale du sol, maintien d'une couverture végétale permanente, diversification des espèces, je vous l'ai déjà dit, et on retrouve là aussi un certain nombre de services, utilisation de l'eau, des nutriments, et améliorer la production agricole. Que veut dire production? Est-ce qu'on parle de revenus de l'agriculteur ou est-ce qu'on parle de quantité récoltée? Pour l'instant, je n'insiste pas là-dessus. Simplement, si on regarde l'agriculture régénérative dans la littérature scientifique, il n'y a rien jusqu'à tout récemment. Vous voyez, en fait, ça bouge là. 2015-2016, c'est la COP21. Et on arrive là, dans la recherche que j'avais faite, à 350 citations. Un concept tout neuf. Qui plaît beaucoup, donc vous avez vu, tout le monde le cite, la FAO, Nestlé, etc., mais c'est tout récent. L'agriculture de conservation, là, c'est un peu plus ancien. Qu'est-ce qui s'est passé? Coucou, Millennium Assessment. Voilà. Et là, on n'est plus à 350, on est à plus de 4500 citations dans la littérature, donc c'est déjà un sujet nettement plus documenté. D'accord? C'est la base, en fait, de l'agriculture régénérative, même si on peut mettre des choses autour. Mais qui a créé l'agriculture de conservation? Est-ce que c'est ce paquet de recherche? Pas du tout. Ce sont les agriculteurs, et ça commence bien avant, avec notamment le Dust Bowl aux États-Unis, donc des érosions éoliennes à partir de 1930. Les agriculteurs ont dit, mais on ne peut pas continuer comme ça. Ce n'est pas du tout des principes insufflés par les États et par la recherche, ce sont des principes qui sont partis du terrain, des agriculteurs, et c'est toujours comme ça que ça se passe aujourd'hui. Ça commence à être reconnu pour des raisons que j'ai commencé à vous donner, mais enfin, très largement, aujourd'hui, ce sont les agriculteurs qui inventent et qui révolutionnent très vite. Alors, c'est quand même une nécessité pour la chaîne de valeur. Alors, je vous ai montré, on va sur régénérer des sols, on va sur remettre du carbone organique, on a vu qu'on a plein de raisons, non seulement le climat, mais préparer à la résistance, mais toutes les fonctions des sols. Il faut le faire, mais attention, et ça c'est quelque chose dont les entreprises commencent juste à prendre conscience, je parle de la chaîne de valeur, ils formatent le métier de l'agriculteur beaucoup plus que tout notre appareil législatif, y compris en Suisse, où on essaie de veiller à préserver l'environnement, et où donc on a des piles assez importantes à ingérer de réglementation pour des agriculteurs. Quand je dis importante, sur France, j'ai entendu récemment que c'était à peu près 4000 pages. Voilà, c'est pas rien qu'il faut ingérer et appliquer. Mais en fait, quand on vous commande une pomme quand vous achetez une pomme de terre qui a une forme d'œuf et qui a une couleur régulière, vous avez condamné le sol. Pour quelle est la forme d'œuf? Il a fallu tamiser sous forme de poussière le sol, vous avez détruit la structure, et pour qu'il n'y ait pas de taches, il ne faut pas de matière organique. Voilà. Donc ça va jusqu'au consommateur, et si le consommateur veut une pomme de terre facile à éplucher, de couleur régulière, le sol est foutu. Ça, c'est quelque chose d'extrêmement important qui va lier tout le monde sur la chaîne de valeur. Voilà. Or, la chaîne de valeur, elle est coincée. Elle est coincée pourquoi? Ça, c'est les chiffres de Nestlé, même ils ont même un peu empiré au sens c'est plus 55, c'est 60%. C'est leur bilan carbone. Et leur bilan carbone, alors je prends l'exemple de Nestlé, mais ils ne sont pas les seuls, la grande majorité, ce sont leurs achats agricoles. Et ils ont pris des engagements, et on n'est plus dans du greenwashing, c'est des engagements de 2030-2050, et je peux vous dire que les cadres de Nestlé, peut-être pas tous, peut-être pas ceux du marketing, mais ils sont aussi angoissés que n'importe qui sur ce qui est en train de se passer, et ils ont pris des engagements, les actionnaires aussi,
eh ben, ils ne pourront pas les atteindre s'ils ne règlent pas la neutralité carbone de leurs ingrédients agricoles. Donc là, le pistolet est là. D'accord ? Ça peut être de mauvais conseils, mais c'est là. Ce qui veut dire qu'ils sont en train de travailler un nouveau modèle et qu'ils n'ont pas le choix. Et donc, c'est les modèles sur les filières de production et c'est les modèles sur le terroir. Ça, c'est une réflexion qui est récente chez eux, mais ce genre de partenaires, quand ils se décident à bouger, ça va vite et fort. Voilà. Et là, je vous parle de prise de conscience des années 2015-2016. Par rapport aux politiques, ils vont beaucoup plus loin et beaucoup plus vite. Alors, évidemment, oui, d'accord, c'est bien, mais enfin, est-ce qu'on peut en mettre du carbone dans les sols, quoi ? On fait quoi ? Et alors là, si vous allez du côté de la recherche, a priori c'est ce qu'il faut faire, eh bien bon courage. Oui, 4 pour 1000, ça vaut le coup. Alors là, vous ne les connaissez pas, mais dans les auteurs, il y en a au moins la moitié, ce sont d'illustres confrères sur la question du carbone organique, sauf que derrière, il y en a des non moins illustres qui disent « Non mais attendez, c'est pas possible, on n'y arrivera pas ». Derrière, d'autres dans Nature qui disent « Ouh, ça ne ira pas si facile, oui, etc. » Et puis, vous avez par exemple une publication très récente de mes collègues d'Agroscope qui disent ben, « Non, de toute façon, si on cultive un sol, on va perdre le carbone organique, point. » Vous ne pouvez pas cultiver un sol et ne pas perdre de carbone. Il s'appuie sur quoi ? Il s'appuie sur des essais longue durée en parcelles expérimentales. Et puis là, à droite, il y a les prairies. Alors, dans certaines prairies, on peut éventuellement gagner du carbone. Puis là, à gauche, c'est tous les essais qu'ils ont pu analyser en Suisse. Quand on dit longue durée, ils ont 30 ans, 40 ans, etc. Dont certains, comme Oberacker, qui est là, qui sont de l'agriculture de conservation. C'est un de ceux qui performe le mieux. Et quand on dit qu'il performe le mieux, vous voyez, le taux d'évolution est négatif. Je perds du carbone. Voilà. Donc c'est ce qui a été publié il n'y a pas si longtemps par nos collègues d'Agroscope en disant c'est bien mignon avec vos méthodes, mais même en agriculture de conservation, on perd du carbone dans les essais agronomiques en station. Pour travailler sur le terrain, j'étais même assez fâché de cet article. Oui. Bourg, celui-là BAL, VAT et ONS, je ne sais pas, parce que c'est des acronymes, enfin c'est le nom raccourci. Je peux vous le sortir assez vite, mais je ne les connais pas tous par cœur, ces essais. Les plus connus, il y a Changin, quelque part là-dedans, il y a les CEDOC du FIBEL, ici, il y a Oberacker, ça c'est très connu. Les autres sont plus confidentiels parfois, c'est les cantons qui ont entretenu ça, et puis voilà. Voilà, alors bon, ça ne nous a pas beaucoup plu, parce qu'on travaille avec les agriculteurs depuis assez longtemps, et c'est pas ce qu'on voit sur le terrain. Donc on s'est dit, oui, mais dans les fermes, il se passe quoi? Parce que les essais en station, pas le temps de développer là, peut-être on pourra, si ça vous intéresse, en discuter, mais ça ne représente pas forcément ce qui se passe dans les fermes. Alors, d'abord, on a eu l'idée d'utiliser les analyses agricoles. Chaque agriculteur doit obligatoirement, tous les 10 ans, analyser chaque parcelle, et notamment mesurer la teneur en matière organique. Et il se trouve qu'à Genève, on a tout archivé, géoréférencé, etc. Et puis dans les autres cantons, on s'est débrouillé pour les avoir. Et du coup, on a pu faire une rétrospective, puisque c'est des mesures qui datent de 1986 pour Genève. Qu'est-ce qui s'est passé sur les teneurs en carbone des sols agricoles, toutes les parcelles, entre 1986 et maintenant? Et puis après, on est allé regarder dans ce que les agriculteurs notent aussi obligatoirement, qui s'appelle les carnets des champs. Vous avez fait quoi? Et quelle est la relation entre ce qu'ils ont fait, année après année, et l'évolution des teneurs en carbone organique? Alors ça donne une autre lecture des choses. Voilà l'évolution. Alors ici, c'est en pour 1000, puisqu'on parlait de 4 pour 1000, moins 10 pour 1000, moins 20, moins 30, moins 40, je perds du carbone, plus 10, plus 20, plus 30, plus 40, j'en gagne. Et ça, c'est, là il y a Genève, la Vaud, je pourrais vous montrer d'autres cantons, c'est la distribution moyenne sur ces 30 dernières années de l'évolution des teneurs en matière organique des parcelles. Et puis il y en a qui perdent en moyenne 30 pour 1000. On ne parle plus de 4 pour 1000, 30 pour 1000. Mais il y en a qui gagnent 30, voire 40, etc. Voilà. Donc on est complètement en dehors de la valeur 4 pour 1000 et de la neutralité. On a les extrêmes, avec beaucoup de gains, beaucoup de pertes. Et la médiane moyenne sur toute la période, c'est 0. Ça ne bouge plus. On est resté à peu près en statu quo. Sauf qu'on peut aussi regarder ça dans le temps. Et quand on regarde Genève-Vaud dans le temps, eh bien là, alors évidemment avec beaucoup de dispersion, on a toujours des parcelles qui perdent du carbone, des parcelles qui gagnent, etc. Mais regardez la ligne bleue, ça c'est la tendance. Et fin du XXe siècle, on perd 5 pour 1000 en moyenne. 2006, on est à 0. 2012, on a dépassé le 4 pour 1000. Et on est où? On est entre 8 et 10 actuellement. On retrouve la même chose sur le Jura, etc. Ça, c'est ce que disent les fermes. Donc pendant que la recherche se bat, alors aussi, il faut bien le dire, également à une échelle planétaire, en disant on peut, on ne peut pas, non monsieur, si monsieur, je vous dis que c'est fait.
C'est fait, le 4 pour 1000, c'est pas... Dans nos territoires, ce n'est pas une question. Il est derrière nous. Il est fait. Donc, la tendance a été inversée, et elle a été inversée au début du XXIe siècle, et c'est en train de s'accélérer. Voilà. Alors, non seulement elle est inversée, mais il y a un grand potentiel de progrès. Si vous regardez, ça c'est les chiffres de la dernière décennie, en moyenne, on est donc autour des 5 pour 1000, mais vous avez encore plein de parcelles qui perdent de la matière organique. Et si on comprend comment et pourquoi elles en perdent, vu qu'il y en a qui gagnent, et si on peut copier ce modèle, ben, on peut replier l'origami, là, pof, on se retrouve avec des valeurs positives, on va partir en flèche. Et c'est ce qui a été pris en compte dans le programme Plan Climat Genève à partir de 2017, en fixant un objectif qui est à peu près le 10 pour 1000, hein, c'est très rouge, pour la période à venir. Apparemment, on y est, mais il ne faut pas oublier que si on repart à notre chiffre de 4 pour 1000, en 30 ans, ça veut dire gagner 13% de matière organique. En 30 ans, 4 pour 1000, 1,004 puissance 30, ça vous fait 13%. Et nous, on a besoin de rajouter 70. Pour des questions de qualité du sol, pour des questions agronomiques. Donc, le chiffre climatique de 4 pour 1000 planétaire, c'est de la roupie de Sansonnet, on n'en veut pas. On veut aller beaucoup plus vite que ça. Voilà. Or, il se trouve qu'on peut. Et évidemment, il y a la dernière partie de l'étude, c'est qu'est-ce qu'ont fait les agriculteurs qui gagnent ou perdent du carbone. Et on s'aperçoit que le premier facteur pour gagner du carbone, c'est ce que vous voyez parfois dans les champs, avec toutes ces fleurs, etc. C'est ce qu'on appelle les couverts végétaux. On ne laisse pas un sol nu entre deux cultures. On installe un couvert végétal, un engrais vert, qui ensuite est laissé au sol. Et plus il y a de biomasse, c'est-à-dire plus il est développé, plus il y a de diversité floristique dedans, 5, 6, 8, 10, 12 espèces. Plus le temps dans lequel on a laissé le sol nu est réduit, plus votre teneur en matière organique grimpe. Ce n'est pas les seuls facteurs. Vous pouvez aussi apporter de la matière organique, donc déjà laisser vos pailles. Vous pouvez ramener du fumier. Ça marche aussi. C'est quand même un petit peu moins efficace pour différentes raisons, mais c'est efficace. L'autre bémol, c'est que votre fumier, par exemple Genève, qui a une grande frontière avec la France et qui a un pouvoir d'achat, on siphonne le fumier français pour le mettre sur les parcelles genevoises. C'est beaucoup moins vertueux, si on revient à la question climatique, que de générer, de prendre le CO2 dans l'atmosphère sur le champ pour faire un engrais vert et le mettre dans le sol. Voilà. Mais ça marche. Et puis à l'inverse, si on veut perdre du carbone organique, il faut augmenter l'intensité mécanique. Et là, il ne s'agit pas de dire labour ou non labour, ça ce sont les deux extrêmes, mais tous les stades intermédiaires, je laboure moins profond, je ne laboure pas, je ne retourne pas, mais je passe des dents, je mets une herse rotative, etc. Il y a toutes sortes de machines. Eh bien, on a un effet continu. Plus vous augmentez l'intensité mécanique, plus vous perdez de matière organique. Ça, ce sont les facteurs agronomiques. Alors, derrière, il y a des sous-catégories que je ne vous détaille pas ici, mais qui rentrent toutes dans ces familles-là. Et aucun autre facteur n'a de pouvoir explicatif. Par exemple, comme on a un grand nombre d'exploitations, on a mis bio ou pas bio. Non, ça n'a aucun effet d'être en bio ou pas bio. La question, c'est quelle est l'intensité mécanique, quel est le retour, etc. Ça, ce sont les vrais leviers. Le reste, ce sont des mots-clés, on peut danser sous la lune en les prononçant, mais ça ne marche pas. Ce n'est pas ça la question. Voilà. Donc il faut revenir, ça, ce sont les vrais paramètres agronomiques. Alors, par exemple, en bio, pour contrôler les mauvaises herbes, vous devez faire du travail du sol. Donc, vous êtes moins costaud là-dessus, forcément. Vous avez un plomb. Vous avez un plomb, mais les leviers sont additifs. Tous les niveaux de gris sont possibles, donc vous pouvez compenser avec d'autres. Voilà. Ça, c'est les résultats qui sont d'ailleurs, vous verrez, en application aussi. Oui. C'est pris en compte dans l'intensité mécanique, ça fait partie du calcul. Le retournement. Le retournement et sa profondeur. Ça, c'est le plus violent. En fait, ça va vous générer un indice, ce qu'on appelle, ça s'appelle dans notre jargon STIR, Soil Tillage Intensity Rating, dont le calcul est connu depuis ces questions d'érosion aux États-Unis, qui prend en compte ces facteurs-là. Et on voit un effet continu du STIR sur la perte de carbone. Plus il y en a, plus on perd. Moins il y en a, moins on perd. Mais on peut avoir un STIR très bas, c'est-à-dire très peu d'intervention mécanique, mais exporter les pailles, ne pas rapporter, ne pas faire d'engrais vert. On va perdre. Tous ces leviers sont importants et on va pouvoir doser l'intensité de ces leviers. Par exemple, si je suis en bio, je sais que je vais quand même garder un peu de, pas forcément du labour, mais en tout cas des interventions mécaniques. Bon, ça veut dire qu'il va falloir que je complète sur le reste. Et ça, on sait le modéliser aujourd'hui, donc on sait dire aux agriculteurs, là, avec votre rotation actuelle, vous risquez de perdre. Et puis en changeant ça et ça, vous passez du bon côté. Voilà. Je ne détaille pas plus pour l'instant, mais on pourra toujours en reparler.
Alors, en résumé, bah oui, on peut restaurer les teneurs en carbone organique à grande échelle, et beaucoup d'agriculteurs le font déjà, pendant qu'on se dispute de savoir si c'est possible, c'est fait. Tous les services écosystémiques en bénéficient, hein, et donc toute la société, pas que les agriculteurs. L'objectif agronomique est bien plus exigeant que l'objectif climatique, et c'est tant mieux, parce que si on se contente de l'objectif climatique, j'aurai peut-être l'occasion de vous le montrer un petit peu, et on pourra en parler, ben on peut faire des grosses bêtises. Les techniques sont connues et efficaces, c'est pas là qu'est le défi. On nous propose en permanence des nouvelles technologies, c'est hors sujet. La question, c'est comment on généralise. Donc les planètes semblent alignées, puisque du consommateur à l'agriculteur, on a des choses qui sont en ligne. Oui, mais alors on fait quoi? Bon. Et là, il faut quand même regarder de plus près où sont les défis. Pour les agriculteurs, il y en a de très sérieux. D'abord, c'est un changement complet de méthode. Je vous disais tout à l'heure que tout ce qui est agroécologie, c'est une boîte à outils. Ça en fait partie, ça. Ça veut dire qu'il faut ouvrir la boîte et choisir. Pour certains, c'est une vraie angoisse. Parce que la décision, elle est là et elle doit être la bonne. Quand vous avez plusieurs personnes autour et des bons conseillers sur le sujet qui l'ont fait, et si vous souhaitez leur parler, vous allez assez vite pouvoir progresser. Mais quand vous êtes dans des régions où vous êtes le premier à vouloir le faire, et où les systèmes de conseil ne sont pas au point, et il y en a dans certains cantons, bah vous partez à l'aveuglette. Alors là, c'est vraiment une question de psychologie. Pour beaucoup, c'est angoissant et risqué de tout changer son système, etc. C'est le système qu'il faut changer, c'est pas juste un truc. Hein. C'est pas dire, oh bah je range la charrue, puis c'est bon. Non, non, non. Et si vous voulez changer votre système comme ça à l'aveuglette, il faut avoir une sérieuse dose d'optimisme, de pragmatisme, être malin, observer et puis accepter d'avoir quelques années d'erreur. Et si en plus vous tombez par malchance sur une mauvaise période climatique, ça peut même devenir très grave. Voilà. On passe en gros d'une application de recettes standard à de l'autodiagnostic avant de faire des choix. C'est angoissant pour pas mal de gens. Les adaptations sont locales, hein, donc c'est la boîte à outils. Et puis la transition, moi j'estime, c'est 5 ans à peu près. Donc il y a des difficultés en chemin, dépendantes, y compris liées à des facteurs qui ne sont pas dépendants de l'agriculteur. Je parlais du climat. Ce qui veut dire que pendant 5 ans, enfin en gros, quand on rencontre des agriculteurs qui font ça, ils le font depuis plus de 5 ans. Et quand on rencontre des agriculteurs qui vous disent j'ai essayé, ça ne marche pas, ils n'ont pas essayé pendant 5 ans. Ils ont fait 3 ans, puis ils ont dit non. Ou 2 ans, ou 1 an, puis non, ça ne va pas. Je ne sais pas. Alors je vais y venir. Ça aussi, c'est un sujet. Il y a plusieurs sujets comme ça qui sont un peu piégeux, mais ça vient là juste. Donc je réponds. Après cette transition, d'abord, les marges brutes hectares, elles sont conservées. C'est-à-dire avec les systèmes d'aide qu'il y a aujourd'hui, etc. En gros, la marge brute hectare, que vous perdiez du carbone ou vous en gagnez, vous allez vous retrouver à peu près au même niveau. Ce qui permet de dire quand même au pouvoir public, vous n'aidez pas. C'est tout juste compensé. Donc, il y a peut-être un effort à faire à ce sujet-là. Mais il y a économie de charge, économie d'investissement, économie de temps. Donc les marges nettes, elles augmentent, il faut être honnête. Donc, une transition réussie, ce sont des marges nettes gagnées. D'ailleurs, tous les agriculteurs vous disent, revenus améliorés, temps libre, et j'ai retrouvé le plaisir au travail. Quand on connaît les taux de suicide, quand cette réponse vous est faite et que vous voyez des gens zen, moi je la mets en premier. Voilà. Pour les pionniers, hein, c'est la question, les rendements sont d'abord sécurisés, c'est-à-dire qu'ils ont beaucoup moins de fluctuations liées aux aléas climatiques. C'est les fameuses résistances et résiliences. Et puis, ceux qui sont bien établis, qui maîtrisent leur système, 7-8 ans, ils vous disent non, mais j'ai augmenté. J'ai plus que mes voisins et j'ai plus que j'avais avant. Ce qui n'apparaît pas dans les chiffres internationaux parce qu'on compile toutes les situations, y compris les gens en transition. Et on dit, ouais, dans les zones tempérées, peut-être pas d'effet, mais globalement, en général, dans le monde, plutôt une perte de 10-15% de rendement. Alors déjà, c'est une question que j'aime pas du tout, parce qu'elle est toujours posée en oubliant de poser la question du revenu de l'agriculteur. Confère la ligne avant. Si on veut des agriculteurs demain, il faut qu'aujourd'hui, ils gagnent leur vie. Donc la première question devrait être celle-là. Et puis ensuite, effectivement, les rendements intéressent quand même tout le monde. Eh bien non, on les augmente. Et ça, je ne vous parle pas d'un ou deux agriculteurs qui nous feraient le malin, mais enfin, on a des réseaux. Et voilà, ils baissent un peu la voix pour le dire. Oui, mais non, je gagne. Voilà. Non, c'est plutôt des gens heureux. Hein. Voilà. Donc, a priori, les signaux sont au vert, donc il faut déployer à grande échelle. Voilà. Sauf que derrière, il y a la chaîne de valeur. Je vous disais, achetez une pomme de terre en forme d'œuf et vous ramenez tout le système du mauvais côté. Et là, toute la chaîne de valeur a besoin de prendre conscience de son rôle majeur et méconnu. Il y a une inculture, y compris, je parle de la chaîne de valeur agricole, une inculture de ce qu'est le sol, de ce qu'est l'exploitation agricole, qui est absolument sidérante. Ce qui veut dire qu'ils ne se rendent pas compte.
Alors, je parlerai un petit peu de systèmes qu'on développe, où, par exemple, on dit, OK, vous voulez adhérer à tel mouvement, ben, vous faites d'abord un audit interne, y compris les RH, y compris le marketing, etc., en disant, mais qu'est-ce que je fais dans mon métier tous les jours qui, finalement, se retrouve à un impact sur le sol et sur la ferme. Voilà. Et là, on fait des découvertes. Et puis, l'outil industriel n'est pas adapté. Vous avez une énorme usine mousseline dans les Hauts-de-France. Ce sont 6000 hectares autour condamnés à faire de la pomme de terre. Et c'est ce que vous dit Nestlé aujourd'hui. Il dit, mais aujourd'hui, on ne la referait pas, cette usine. Ce n'est pas possible. Vous avez des moulins qui ne sont pas capables de trier les semences. Ce sont des gros investissements industriels. Si vous voulez de la diversité végétale, si vous voulez de la résistance et de la résilience, il faut associer des cultures entre elles. Mais à ce moment-là, elles deviennent sales, impropres. Parce qu'il y a plusieurs graines, c'est sale. Alors, c'est des graines de très bonne qualité, mais pour le moulin en question, c'est juste sale, et vous ne pouvez pas lui vendre. Voilà. Vous voyez, ça paraît tout bête, hein, mais la liste est longue comme ça. Et ça, ils en prennent conscience depuis quelques années en disant, on a faux. Petites infrastructures, ouverture vers des pratiques, etc. Et c'est fondamental, puisque s'ils ne font pas ça, pour la grande majorité des agriculteurs, c'est coincé. Ou alors, comme Tournerev ici, comme d'autres, vous développez vos propres moyens, comme Frédéric Thomas en France, et la liste est longue, d'agriculteurs qui créent un petit cluster local, où ils se débrouillent pour avoir leur propre moulin, leur propre trémie, leur propre machin, et vendre. Voilà. Et puis, soutien financier, au moins pour le risque de la transition. Ça, c'est une idée qui ne passait pas très bien il y a 10 ans. Maintenant, ils ont tous compris. Si on ne fait pas ça, ça ne se fera pas. Et c'est eux qui en ont besoin. Rappelez-vous, les 60% du bilan climat de Nestlé. Alors, ils nous disent toujours, au début, ils nous disent, bon, non, quand même, au final, c'est dans l'intérêt de l'agriculteur, alors il ne faut pas exagérer, il faut qu'il fasse, quoi. Je dis, oui, vous pouvez effectivement faire des prières, mais c'est votre problème. C'est vous le problème. L'agriculteur, il choisit ce qu'il veut. C'est vous qui avez besoin que ça aille vite. Et ça, c'est une réflexion qui fait son chemin. Et puis surtout, alors ça j'insiste aussi, passer d'une pensée basique à une vision systémique. On doit avoir un système, et je vais un petit peu expliquer, ce sera un petit peu la fin. Par exemple, je citais ce rapport de Boston Consulting Group, si on passe en revue les mythes et les réalités sur ces transitions-là, il y en a beaucoup. Hein. Est-ce que c'est ésotérique, une idéologie ésotérique? Non, c'est complètement basé sur la science. Est-ce que c'est une autre façon de faire de l'agriculture biologique? Non, ça inclut tous les systèmes, y compris le bio. Est-ce que c'est du carbone par farming? Pas du tout. On s'adresse à tous les services écosystémiques et on va gagner en carbone, tant mieux. Est-ce que c'est un tout ou rien? Non. Tous les niveaux de grille, tous les intermédiaires sont possibles. Et puis, est-ce que ça réduit le profit des agriculteurs? Non, ça défend le revenu. Donc on a ces constats qui sont faits. Encore une fois, là, c'est Boston Consulting Group. Lui, c'est pas une petite ONG environnementale qui aurait envie de s'exciter. C'est des gens qui sont plutôt du côté des raisonnements économiques et compagnie. Je suis assez heureux de les voir sortir ce genre de diagnostic à grande échelle, quoi. Voilà. Alors, beaucoup de pièges quand même. Il y a ce que j'appelle la pensée magique infantile. Que faire notre ami Vaillant en 1875 qui disait qu'il faut faire du labour profond, hein, qu'ont faire nos deux pieds ancrés dans le positivisme? Eh bien, je vous disais, elle sait partout, vous allez voir, ça ressort par tous les pores de la peau. Si on vise le carbone seul, par exemple, on va faire que des bêtises. Je caricature en disant, enterrez vos vieux pneus de voiture, ça mettra du carbone dans les sols. Voilà. Mais c'est plus simple. Prenez l'exemple des crédits carbone, hein, payez les agriculteurs parce qu'ils auraient stocké du carbone. Bon, un agriculteur qui arrivait à un niveau très élevé, il doit chaque année mettre une grande intensité de séquestration pour maintenir ce niveau. Vis-à-vis des crédits carbone, il est nul. Et puis s'il est là, c'est que ça fait 30 ans qu'il fait ce qu'il faut. Il est nul, il ne touchera rien. Et là, ils vous disent tous, j'ai compris, si un jour on me propose des crédits carbone, je laboure, je perds mon carbone et je vais regagner. Attention à ces genres de mécaniques, c'est qu'un petit exemple tout simple, mais c'est assez monstrueux. Et donc, il faut une feuille de route solide pour l'industrie. Encore un exemple, par exemple, ici, vous avez une université canadienne, mais il y en a quelques autres, on dit « Ah, mais en faisant du labour profond, c'est en retournant le sol, mais sur une grande épaisseur, on met la matière organique en dessous, elle ne bougera plus, on la met au frigo, et comme ça, on va séquestrer du carbone. » Alors, quand vous rentrez dans le détail, après un titre prometteur comme ça, il y a eu une thèse, quand vous regardez la thèse, il y a eu quelques expérimentations assez misérables sur moins que la pièce ici, et parmi, il y a des résultats qui ne sont pas négatifs, mais uniquement comparés au labour conventionnel, pas à l'agriculture de conservation, et hop, effet d'annonce. Voilà. Pourquoi? Parce que nous adorons la solution. C'est quoi le problème et c'est quoi la solution? On veut ça, rien d'autre. Hein. Le problème, il est là. Est-ce qu'on veut la pensée magique infantile et puis simple but wrong, ou est-ce qu'on veut se décider à penser un peu complexe et à avancer? Et on sait le faire, c'est juste que ce n'est pas dans notre culture. Voilà.
Alors, facilitation pour les technologies, la liste est longue. Ah, des nouveaux capteurs, ah, la télédétection, ah, les nouveaux produits, poudre de perlimpinpin, oh, la data science, oh, l'intelligence artificielle. Mais je ne compte pas le nombre de PDG de grosses sociétés qui viennent nous voir en disant « Ouais, mais j'ai rencontré un gars qui a fondé une start-up en intelligence artificielle, c'est bon, le problème va être réglé. » Non. Voilà. Non. Un exemple, alors je cite souvent la FAO, dont j'apprécie énormément le travail, mais regardez même eux. Innovation in understanding soil. L'innovation pour comprendre les sols. Ah bon, très bien. Comment un progrès dans l'analyse de sol peut changer notre système alimentaire pour le meilleur. Quand on lit ça, on se dit « Oh, ah bon, il suffit d'analyser le sol différemment et le système alimentaire est changé. » Ah bon. Là, ils sont un peu plantés et ils parlent d'un système d'analyse qui existe depuis 40 ans et puis qui est en train de se démocratiser au niveau des coûts. Pas plus, mais ça y est, ça va changer le système pour le meilleur. On est mal parti. L'innovation dont on a besoin, oui, on a besoin d'une nouvelle technologie, c'est la capacité à travailler ensemble dans une approche systémique. Ça, c'est ce qu'on ne sait pas faire. Et c'est là qu'on a besoin d'être bon. Voilà. Alors, ça bouge quand même, mais d'abord, il faut hiérarchiser. Là aussi, vous prenez la chaîne de valeur, sans parler des politiques. Alors, est-ce que je traite les gaz à effet de serre? Est-ce que je traite la biodiversité? Est-ce que je traite la santé des sols? Est-ce que je traite la séquestration de carbone? Est-ce que je supprime les pesticides, dont on n'a pas encore parlé? Et là, il y a une offre très orientée business. Signez là mon bon, ça va être réglé. Et tout le monde signe tout, et tout est bloqué. Parce que dans le système agronomique, c'est systémique. Il va falloir enclencher un changement du système. Et quand vous voulez tout en même temps, vous n'avez rien. Tout mettre sur le même plan, blocage. Voilà. Alors ça, la biodiversité, par exemple, c'est un résultat, ce n'est pas un moyen. Quand vous avez un sol compacté, ce n'est pas en venant avec des fûts remplis de vers de terre et en les versant que vous allez régler le problème. Dit comme ça, oui, vous avez raison de sourire, mais en fait, on fait cette erreur de raisonnement tout le temps. L'agriculture de conservation, elle va déjà améliorer, voire neutraliser le bilan carbone des exploitations, permettre de se passer de la majorité des pesticides, de décupler les biodiversités aériennes et souterraines, c'est déjà pas mal. Mais il n'y a pas de requis sur les pesticides, par exemple, dans le cahier des charges. Il n'y a pas de cahier des charges, d'ailleurs. C'est une méthodologie, c'est une boîte à outils. Et il n'y a rien, dans la boîte à outils, on ne parle pas de pesticides. Donc il ne faut pas confondre les choses. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est des choses qui peuvent venir ensuite. Vous allez voir, s'affranchir des pesticides, c'est plus facile avec un sol restauré. Si vous avez un sol restauré, vous avez une meilleure santé des plantes et vous pouvez commencer, je vais vous montrer, à enlever les pesticides. Et par exemple, le passage au bio sur des sols régénérés, c'est beaucoup plus facile. Il ne manque pas d'exemples. Donc, il faut hiérarchiser pour ne pas se planter, pour ne pas tout bloquer. Donc, si vous prenez une échelle d'à peu près 15 ans, on commence par les piliers de l'agriculture de conservation, votre cycle de l'eau, tout de suite. Plus d'érosion, plus de ruissellement, infiltration, et vous commencez à améliorer la réserve en eau des sols. Les agriculteurs qui ont fini leur transition, il y a beaucoup de parcelles, vous avez des zones sèches, ils vous disent qu'il n'y en a plus. Voilà. En ce moment, on sait l'importance de ces questions. Réduction des gaz à effet de serre, ça vient très vite. Biodiversité, ça progresse très vite aussi, notamment grâce aux couverts végétaux. Puis derrière, vous pouvez continuer. Et là, vous commencez à avoir des effets très sensibles sur la séquestration de carbone organique dans les sols. C'est détectable à des grandes doses. Suppression des intrants, par exemple, sur l'azote pour faire d'énormes économies, etc. Donc là, on commence à avoir des agriculteurs qui disent « Mon but, c'est de me passer de l'achat de fertilisants ». Ils n'y sont pas là, mais ils veulent le faire et ils y travaillent. Et puis, réduction des pesticides, il y en a énormément qui sont depuis au moins 10 ans sans fongicides et sans insecticides et sans problème. Ici, ça s'appelle le label Extenso. Et puis, l'herbicide, ils y travaillent patiemment. Ils vous disent, je vais y arriver, je vais m'en passer. Ils n'y sont pas là. Mais il faut suivre de près et aider à ça, parce qu'au bout, en ligne de mire, il y a éventuellement l'ABC, l'agriculture biologique de conservation, à voir. Non, mais ce n'est pas une obligation. Et puis, dans cette histoire, il y a une question de pilotage. En gros, jusqu'à présent, l'agro-environnemental, on l'a piloté par l'obligation de moyens. Vous devez faire ci, vous devez faire ça. On a vu que ça ne marchait pas, vous avez d'excellentes synthèses là-dessus. Et on essaie de passer au résultat avec un énorme potentiel et dont le cadre est connu, c'est l'avantage. Et ce qu'on vient de commencer à faire sur Genève avec le projet Résultaire, vous avez peut-être entendu parler, qui est avec les agriculteurs et qui va travailler sur le résultat, c'est-à-dire en libérant l'initiative agricole, en donnant rendez-vous sur certains résultats, mais la méthode est choisie. Et l'intensité de la méthode, il y a un certain nombre d'indicateurs, on choisit sur quels indicateurs on fait l'effort, on peut changer d'une année sur l'autre, c'est ouvert, et c'est ce qui libère l'initiative et permet aux gens de développer leur logiciel. C'est l'idée, et c'est l'idée qui est soutenue simplement par des études scientifiques sur ce genre de méthodes qui n'ont jamais été appliquées au sol, mais qui ont été appliqués à la faune aviaire, à la botanique, etc. Voilà. Et donc la chaîne de valeur, je finirai avec ça, ça bouge. Ça bouge, vous avez d'abord des organisations, alors je cite par exemple la Fondation Earthworm, qui est basée à Nyon, qui travaille sur le monde entier. On a développé sur la France un indicateur qui s'appelle AgriBoussole.
Le but de cette fondation, c'est de travailler depuis, par exemple, Super U, Lidl, etc., jusqu'aux agriculteurs, en les mettant en lien à travers des indicateurs. Et la chaîne de valeur soutient la transition et soutient les efforts des agriculteurs. Je travaille aussi beaucoup avec Indice pour une agriculture du vivant, qui a fait l'indice de régénération, qui est un produit très évolué, alors uniquement francophone, lui, mais très évolué, très bien vu, et qui est en train de rencontrer un fort engouement du côté aussi bien des syndicats agricoles que des pouvoirs publics, que des entreprises, avec une très longue liste d'entreprises de la chaîne de valeur qui adhèrent. Donc ça, c'est des mouvements profonds qui touchent énormément le tissu de la chaîne de valeur. Nestlé, on a dit qu'ils voulaient faire du régénératif, ils nous ont passé commande, ils nous ont dit, bah oui, alors on fait comment pour les sols? Alors, on leur a rendu l'an dernier ce qu'on appelle le Soil Health Framework, le schéma de santé des sols. Et on est en train maintenant de passer à l'implémentation à grande échelle. On l'a testé quand même au Pakistan, au Chili, au Vietnam, en Côte d'Ivoire, etc. Et puis maintenant, c'est mondial. Bon, c'est intéressant. Ils nous disent, OK, maintenant on y va, quoi. On y va, on le fait. En 2028, on veut 50% de nos exploitations, nos fournisseurs en agriculture régénérative, et en 2050, 100%. Donc, il faut y aller. Bon, on ne va pas le décourager. Il y a du travail sur le chemin, mais le chemin est pris. Voilà. Et puis, pour revenir plus près de chez nous, AgroImpact, l'association, vous avez peut-être entendu parler, dans laquelle se trouvent tous les cantons romans, les chambres d'agriculture, mais aussi le VVF, mais aussi Nestlé ou d'autres comme ça, enfin beaucoup de gens maintenant. C'est assez sympa de voir côte-côte le VVF et les entreprises de l'agroalimentaire. Ça prouve que le modèle est peut-être pas trop mal foutu. Et en gros, pour en parler très vite, c'est ce qui est aujourd'hui actif. AgroImpact s'est orienté sur la transition agricole, mais ce qui est aujourd'hui actif et qui a été le plus développé, ce sont le bilan carbone pour l'instant, avec l'idée de proposer des produits agricoles décarbonés, c'est-à-dire des fermes qui ont un bilan carbone négatif, qui séquestrent en net. Voilà. Et donc les techniques d'évaluation de tout ça ont été mises au point, bien sûr en lien avec ce que je vous ai dit avant, et on contourne la question biaisée de la réversibilité de la séquestration, peut-être qu'on vient en parler à un moment, mais effectivement c'est quelque chose, au niveau des expertises internationales, on dit ouais mais c'est bien cette histoire de séquestrer du carbone dans les sols, mais enfin il pourrait repartir. Donc est-ce qu'on va vraiment le faire? Parce qu'on risque de le remettre après dans l'atmosphère. Tandis que si vous fermez un puits de pétrole ou une mine de charbon, vous ne risquez pas de la rouvrir. Bien si. Ah. Mais là on n'entend pas. Voilà. Mais sur l'agricole, voilà. Et vous verrez que c'est une question qui est très piégée. Et puis, éviter le piège des crédits carbone aussi, on ne le fait pas. On ne fait pas ce qu'on appelle le offsetting, c'est-à-dire vendre à, je sais pas moi, à Michelin, le fait qu'on a tant de crédits carbone. Non. Nestlé, vous avez un problème là avec vos 55%, vous achetez du blé, vous achetez du lait. Voilà, on vous vend du blé et du lait plus cher, mais qui est neutre ou négatif en carbone. Et c'est ce qui est signé maintenant et ce qui est en train de se mettre en place. Voilà. Voilà. Donc, j'ai fini. Des solutions existent. Le défi, c'est l'implémentation à grande échelle. Les planètes sont totalement alignées. Cette transition est au bénéfice de tous sans exception. L'évolution graduelle est possible. Ce n'est pas un tout ou rien. Hein. Il faut laisser tomber la pensée magique si on veut y arriver. Et puis, c'est une question d'intelligence collective. Est-ce qu'on l'a? On s'est auto-décerné le titre d'Homo sapiens. Peut-être utile. Voilà. Et je vous remercie.